Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cryptavenir. Aujourd'hui, on va voir où est-ce qu'on est dans le cycle, comment profiter de la baisse, quels sont les types de crypto-monnaies à acheter ou à ne pas acheter, quand les acheter, comment les acheter, bref, on va voir toutes les stratégies et toute mon analyse sur la situation actuelle et les stratégies qu'il faut mettre en place pour naviguer convenablement dans ce cycle. Et avant de commencer, si le contenu te plaît, je te laisse mettre un like, un commentaire et à t'abonner pour indiquer à l'algorithme YouTube que c'est une vidéo utile et de qualité et je te remercie. On va commencer par faire un petit récap sur le marché. Et bon, là je vous apprends rien, on a le marché qui est dans le rouge, on a eu une baisse du Bitcoin là, qui s'échange entre 70 000 et 60 000 depuis maintenant plus de 2 mois. Et on a eu les altcoins qui ont pris vraiment cher. Si on regarde par exemple Injective, on a pris moins 60%, Chainlink, moins 40%, Avalanche, moins 62%. Et de manière générale, on est entre moins 50 et moins 70% pour les grosses et moyennes capitalisations. Et entre 70 et 90% de baisse sur les plus petites capitalisations. Et là on me demande souvent, est-ce que c'est la fin du bull run? Et bah on va aller regarder ensemble 3 critères d'une fin de bull run. Premièrement, les altcoins font des performances folles. Donc là par exemple on peut reprendre le cas d'Avalanche. Est-ce qu'on a eu des grosses performances? Là on a eu un x7, mais si on regarde par rapport au cycle d'avant, on avait fait un x13 par exemple pour des très grosses crypto-monnaies, par exemple des Layer 1. Chainlink, on avait fait un x100 ou 200. Et là on a fait un x5. Donc là on voit que déjà sur les grosses capitalisations on n'a pas fait non plus des folies. On a eu quand même quelques belles crypto-monnaies comme Injective, Kaspa, Render, Akash, etc. On a quand même eu quelques belles petites pépites. Mais si on regarde par exemple des Layer 1, on voit qu'on n'est vraiment pas sur des niveaux exceptionnellement hauts par rapport au cycle précédent. Là on peut se dire déjà que bon, les crypto-monnaies ont repris du poil de la bête, elles ont fait des belles performances, mais on n'est pas non plus sur des performances délirantes et aussi rapides que ce qu'on avait eu lors du dernier cycle. Et ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est le nombre de nouveaux entrants dans les crypto-monnaies. Là, on peut voir que depuis l'acceptation de l'ETF Bitcoin, il n'y a eu aucun nouveau entrant, donc que ce soit les shrimps ou les planctons, donc ceux qui ont très peu de crypto-monnaies, on voit qu'il y a eu aucun nouveau entrant. Donc ça c'est hyper intéressant. Et on peut voir aussi que le nombre de recherches Google pour Bitcoin par exemple est vraiment très bas. Donc là on est à 19 par rapport au plus haut et c'est à peu près le même niveau d'intérêt que lorsque le Bitcoin était à 15 000 $ après le crash de FTX. Et ça va être la même chose pour le terme crypto-monnaie qui a eu... donc vraiment là on n'a pas beaucoup d'intérêt. On a quand même plus d'intérêt que lors du plus bas. Mais... ouais, voilà, on est à 28 alors qu'on était à 23. Donc, reprise d'intérêt quand même depuis la hausse, mais on voit qu'il n'y a pas l'explosion soudaine qu'on a sur les fins de bull run habituelles. Là, on serait plus sur une phase comme celle-ci où ça remonte tranquillement, mais sans non plus avoir une explosion de l'intérêt des particuliers. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut noter. Les particuliers ne sont pas de la partie, on n'a que les gros joueurs. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, normalement, sur une fin de bull run, on a tous les particuliers qui font des performances de fou. Et ça passe aux infos tous les jours. Lors de ce pic de bull run, on va avoir quasiment une petite chronique sur des millionnaires de la crypto. Là, c'est absolument pas le cas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt, tout simplement. Deuxième point, pour voir si on est sur une fin de bull run, déjà, on peut s'intéresser au cycle. Donc là, on va prendre un petit peu de recul. On a voilà, l'historique du Bitcoin. On a en vert le halving et en rouge les élections américaines. Les deux sont déjà relativement proches, mais que ça se décale au fur et à mesure du temps, où les élections américaines sont beaucoup plus retardées par rapport au halving. Et donc là, on peut voir qu'à chaque fois, ce sont les élections américaines qui vont driver le marché. Où là, on a vraiment une explosion, par exemple en 2017, en 2021, c'était vraiment quasiment au jour près que ça s'est produit. Et donc, pourquoi ça s'est produit? Bah pour 2 raisons. La première, c'est que les crypto-monnaies sont devenues un sujet vraiment important dans les élections américaines. Un tiers des électeurs américains disent qu'ils évalueront leurs opinions selon les intentions dans le milieu des crypto-monnaies. Donc c'est vraiment énorme, c'est pas 5-10%, c'est un tiers des électeurs. Un tiers des Américains vont modifier leur vote par rapport aux règles de crypto-monnaie. Donc c'est un truc de fou. Et là on peut voir qu'il y a Trump récemment qui a invité tous les mineurs de Bitcoin à manger chez lui tranquillement. Donc voilà, on peut voir que là il y a Trump qui prend les devants, qui essaye d'attirer ses électeurs pour avoir potentiellement plus de votes. Et du coup, comment il fait? Il va proposer des idées pro-crypto pour vraiment attirer ses électeurs. Et du coup, ça veut dire que si c'est Trump qui passe lors des élections américaines, il va réellement avantager les cryptos et pousser le secteur. Donc c'est un truc qui va vraiment driver le marché. Donc c'est pour ça que là on est encore très tôt par rapport à ça. Et qui plus est, Trump c'est vraiment quelqu'un qui, à titre personnel, il a de la crypto.
Il a lancé une plateforme de NFT, il accepte les dons en crypto, donc voilà, on voit que c'est un candidat qui est vraiment pro-crypto et qui pourrait beaucoup pousser le marché aux alentours des élections américaines. Et donc les élections américaines, elles vont arriver, on revient sur le graphique, plutôt en novembre 2024. Donc moi j'avais mis le 11 novembre, il faudra que je revérifie. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver dans plusieurs mois. Et donc ça laisse, voilà, comme par exemple en 2021, on a vu une stabilisation, on savait commencer à remonter un petit peu avant les élections. C'est dû à la campagne où en fait il y avait des promesses d'impression monétaire, etc. Pour avoir plus de votes, en fait, les candidats promettent des mesures financières exceptionnelles, une reprise de l'impression monétaire pour faire des aides, pour relancer les marchés financiers, etc. Donc en fait, autour des élections américaines, on va vraiment avoir, enfin c'est un peu la fête au village, où tout le monde va jeter de l'argent par la fenêtre pour acheter des votes, et ça va faire en fait baisser la valeur du dollar donc par rapport aux actifs à risque, et ça va être la même chose pour l'euro. Et on va avoir donc une augmentation des actifs à risque tels que le Bitcoin, les matières premières, etc. Et donc c'est pour ça que historiquement on a une appréciation des actifs à risque tels que le Bitcoin autour des élections américaines. Et donc si on regarde de plus près, ça arrive dans quand même plusieurs mois et on pourrait avoir une stabilisation vraiment du Bitcoin qui se transigerait entre 75 et 60 000, peut-être jusqu'en septembre, octobre, c'est possible. Donc faut être patient à mon avis, mais ça va porter ses fruits selon moi. Deuxième point, j'avais déjà fait un petit aparté dessus il y a quelques instants, les banquiers centraux qui dévaluent leur monnaie parce qu'ils sont endettés, tous les états s'endettent, sont déficitaires, et on a les banques centrales, donc comme la Banque Centrale Européenne avec notre magnifique Christine Lagarde là, qui réfléchit au nombre de zéros qu'elle va imprimer, et donc tout ça, ça va faire dévaluer les monnaies, toutes les monnaies telles que l'euro, le dollar, etc., ça s'en va à zéro. Et les actifs à risque vont selon moi en profiter. Et donc ça peut être une bonne protection d'ailleurs contre l'inflation. Si on regarde par exemple la masse monétaire, donc c'est la quantité d'argent qui circule, on peut voir que ça ne fait qu'augmenter de manière exponentielle. Ça ressemble à des courbes de crypto, et pour une bonne raison, c'est qu'en fait c'est l'euro qui va se dévaluer par rapport à ces cryptos là. Donc c'est pour ça qu'en fait les cryptos ont des courbes exponentielles, c'est que déjà on a beaucoup de capitaux qui entrent, et les monnaies perdent de la valeur au fur et à mesure du temps. Donc là on peut voir qu'en plus on a eu une explosion de la masse monétaire M0 et M1. Donc ça c'est tout ce qui est billets de banque et obligations. On peut voir que là les billets n'ont pas augmenté, donc en fait ce sont les obligations d'État qui ont augmenté. Et ça signifie quoi? Que les banques centrales font du QE, du quantitative easing, où ils impriment des billets pour racheter leurs dettes, etc. Donc en fait ils vont dévaluer de manière constante et de manière de plus en plus accélérée leur monnaie pour rembourser leurs dettes, en émettant des nouvelles obligations qu'ils vont eux-mêmes racheter. Donc là, ça c'est le mécanisme de QE qu'il faut comprendre pour comprendre pourquoi les actifs à risque, et l'or en fait aussi de cette manière-là, va s'apprécier. Et dans les différents actifs, par exemple, on va avoir donc les actions, l'or, les actions des pays émergents qui sont un petit peu plus volatiles, les matières premières, les métaux précieux et le Bitcoin. Donc ça c'est tous les actifs à risque. Et on voit à droite les obligations qui ont très peu de volatilité et qui sont liées justement à la monnaie d'un État, qui, elles, les obligations ont pris vraiment cher. On a eu un crack obligataire monstrueux sur ces dernières années. Et donc, voilà, ça c'est tous les actifs qui peuvent permettre de nous protéger contre les pistolets à billets de la Banque centrale qui vont dévaluer notre monnaie. Et donc pour revenir rapidement sur l'intérêt des particuliers, vous savez, lors d'un repas de famille par exemple, si vous avez quelqu'un qui vous demande « Mais alors, qu'est-ce que le Bitcoin? Qu'est-ce que les crypto-monnaies ?» Alors là, vous savez que vous n'êtes pas très loin de l'ATH, parce qu'en fait c'est à l'ATH, vous voyez qu'il y a tout l'intérêt des particuliers, que ça commence à être médiatisé aux infos, etc. Et donc là, si vous avez un repas de famille où quelqu'un va vous demander ça, bon, vous savez que vous pouvez aller regarder cet indicateur, donc Google Trend avec la recherche crypto-monnaie ou Bitcoin, ça marche aussi. Et si vous êtes dans une explosion, c'est que vous êtes sûrement près d'un ATH. Deuxième indicateur, ça va être d'aller regarder sur Social Blade, donc c'est un outil qui permet d'analyser les réseaux sociaux, pardon. Et on peut aller voir le nombre de vues et le nombre d'abonnés, et en fait on voit que bon, bah, c'est très bas quoi. Par exemple le nombre d'abonnés, par exemple pour Asher, qui est un des créateurs de contenu les plus connus en France, on est vraiment sur des niveaux, voilà, 3000 par semaine. On est bien plus bas que lors de l'ATH. Vous voyez en fait la courbe elle suit quasiment la courbe des crypto-monnaies. Et en fait ça c'est dû simplement à l'intérêt des particuliers, encore une fois. Ensuite, l'indicateur que je préfère pour savoir si on est sur un ATH. Donc qu'est-ce qui caractérise un ATH? Ce sont les gros investisseurs, donc ceux qui ont le plus d'argent,
qui vendent massivement, parce qu'ils prennent des profits, aux nouveaux entrants. Donc théoriquement, lors d'un ATH, donc comme ici à peu près, on a les gros détenteurs de crypto qui vendent massivement, et parallèlement, on va avoir une augmentation vraiment très soudaine, voilà, comme ici par exemple, du nombre de nouveaux détenteurs. Donc ça peut être pareil pour les shrimps, on va les voir, où on a eu par exemple une montée, voilà, pendant cette période où les gros investisseurs vendent, on le voyait ici, et les petits achètent. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Les gros investisseurs achètent, donc accumulent, et les petits vendent. Donc on n'est pas du tout sur une distribution, donc là où les gros investisseurs vont vendre, mais sur une accumulation où les gros investisseurs vont acheter. Donc par définition, ça caractérise une réaccumulation, et donc une phase de latéralisation où les acheteurs massifs vont en profiter avant de poursuivre la hausse. Donc voilà, par définition, le fait que les gros investisseurs là achètent massivement et continuent d'acheter, ça signifie qu'on est sur une phase de latéralisation et ensuite une hausse. Donc si on regarde le cycle d'avant, ça pourrait correspondre à une phase comme celle-ci par exemple. On avait les investisseurs qui rachetaient les baisses et ensuite ils ont revendu les hausses. Donc là, ça veut dire qu'on est en train de latéraliser et d'attendre. On attend quoi? Sûrement les élections américaines. Et maintenant, si on s'intéresse au cycle, on le voit très bien ici, donc les investisseurs institutionnels et la smart money, c'est là où ils accumulent énormément, et on a ce fameux bear trap en plein milieu. Et ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce qu'on serait pas en train de faire ce bear trap? Pourquoi je pense ça? Parce qu'on a les investisseurs institutionnels, on a vu, qui investissent massivement au profit des petits qui vendent. Donc là, c'est ce genre de réaccumulation qu'on pourrait attendre. En plus, on a la phase où on a l'attention des médias et une montée qui suit généralement et qui entoure les élections américaines. Donc là, on est vraiment dans une situation où on est vraiment juste avant une explosion. Donc on est historiquement sur des endroits très intéressants pour acheter. Et du coup, là, ce qu'on vient de faire, la baisse qu'on vient d'avoir d'à peu près 50 à 80%, c'était la baisse de mi-cycle, donc la moitié du cycle, où on a eu donc ce bear trap. Et à mon avis, on est sur la fin, même si on peut encore baisser un petit peu, de 15, 20, 30%, aller sur les actifs les plus risqués, on est quand même sur la fin de ce bear trap où on a eu un gros crack des moyennes et petites capitalisations. Et donc là, quelle performance on pourrait avoir? Donc là, on peut reprendre par exemple le graphique de NIR qui est assez intéressant parce qu'il montre bien les deux phases qu'on a eues. On a eu donc par exemple lors du dernier cycle une explosion, puis ensuite le retracement, donc là la baisse de mi-cycle. Ensuite, on a eu la phase de reprise avec voilà, le bull run et là les 2-3 semaines où il y a eu tous les particuliers qui sont arrivés ici. Et donc là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire encore. On a eu une reprise haussière, le retracement. On peut peut-être aller encore un petit peu plus bas, voilà. Bon, je vais pas donner de chiffres parce que ça sert un petit peu à rien. Mais bon, on est sur cette phase où on est en train de retracer, voilà, comme ici, où là, on a eu cette grosse baisse. On peut aller regarder sur Chainlink par exemple, où là, on avait vu par exemple cette explosion, et là, on latéralise. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on avait eu ici. Voilà, une explosion et on va latéraliser. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. En vrai, c'est pas grave parce que là, à mon avis, ce qui peut être pas mal, c'est de relancer un DCA sur toutes les grosses crypto-monnaies qui ont pris cher. Et ça peut être assez intéressant. Et donc, selon moi, on peut s'attendre entre des x5 pour les plus grosses capitalisations. Donc là, par exemple, Chainlink, on pourrait faire un x5, x10, atteindre par exemple les 80 $. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Entre 80 et 100 $, bon, ça fait un x5, x6, x10 peut-être pour les plus petites. On peut avoir des toutes petites capitalisations qui peuvent faire un x20 jusqu'à x50 à mon avis, mais là c'est sur des actifs très risqués, donc il faut faire attention. Et donc comment profiter de cette hausse au mieux? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que là c'était la première baisse, vu que c'était la baisse de mi-cycle, mais on va en avoir d'autres. Si on reprend par exemple l'historique, on avait cette baisse là, donc de 60-70%, c'est à peu près ce qu'on a eu, voilà, où on a cette latéralisation. Mais on en a eu d'autres, on a eu par exemple celle-là, qui était encore plus soudaine, une autre baisse de 60%, on en a eu une troisième ici, une haute baisse de 50%, et en fait dans un bull run on a à peu près 3, 4, 5 baisses de 50%. Et donc là c'était la première, donc je pense qu'il peut en rester encore une, deux ou trois peut-être, sûrement un petit peu moins, peut-être deux. Les dernières sont moins efficaces, c'est tout simplement parce qu'en fait les nouveaux investisseurs vont être habitués à avoir des baisses de moins 50. Là c'était la première, les nouveaux investisseurs ont été surpris parce qu'ils n'étaient pas là lors de le bear market et c'est selon moi un bon moment pour réaccumuler. Et en fait là selon moi c'est vraiment les soldes en fait. C'est comme lorsque vous veniez ici acheter
du Chainlink. Imaginez en 2019 acheter du Chainlink à 2$. Bon bah vous vous en sortez bien quoi. Et c'est un petit peu ce qui va se passer. Bon, pas forcément ces ordres de grandeur là, mais sur les plus grosses crypto-monnaies, on peut s'attendre à des choses assez similaires. Voilà, donc des latéralisations pour réaccumuler, des explosions, des baisses de 50%. Voilà, on va en avoir encore plusieurs dans ce cycle. Et donc là, on va répondre à une autre question qu'on me pose souvent. Quand est-ce que la alt season arrive? Donc là déjà, on peut faire un petit retour en arrière. On peut voir lors des 3 derniers cycles où en fait on avait eu une latéralisation du Bitcoin et ensuite une grosse baisse de sa part dans le marché. Donc ça c'était la alt season de 2017, la alt season de 2021 et elle arrive de manière très brusque, hein, encore une fois. Et là on peut voir qu'on est en train de latéraliser, donc on pourrait la voir dans les prochains mois. Généralement ça arrive après les élections américaines, donc ça pourrait arriver sur la fin 2024, début 2025, ça peut être même 2026, 2027, j'en sais rien, mais elle arrivera un jour. Et ce qui est intéressant à regarder c'est Ethereum par rapport au Bitcoin. On a vu une reprise là. Ça c'est super intéressant, la reprise qu'on a eue depuis mai 2024 où Ethereum a repris à peu près 20% par rapport à Bitcoin. C'est selon moi le début de l'écoulement des liquidités vers les plus petites capitalisations. C'est un petit peu ce qui s'était passé à mon avis comme ici, on a vu l'explosion, un retracement et ensuite on avait l'altcoin season. Et c'est selon moi ce qui pourrait se passer. Bon là ça pourrait durer plusieurs mois encore, mais on est sur le point de voir justement cette hausse de la part d'Ethereum. Et donc ensuite l'alt season lors de sa stabilisation ici, ensuite ça va aller vers les plus petites capitalisations. Si on regarde ici le petit schéma que je vous avais fait, l'écoulement des liquidités en crypto-monnaie, on a donc les flux qui rentrent par le Bitcoin, ensuite vers Ethereum, et là en fait on est dans cette deuxième phase, on commence cette deuxième phase où les flux qui rentrent dans le Bitcoin font écouler les flux vers Ethereum, et il y en a plus qui vont vers Ethereum que ce qui rentre dans le Bitcoin. Ce qui fait que là tendanciellement on va avoir Bitcoin qui va perdre en part de marché, Ethereum qui va prendre en part de marché, et de la même manière lorsque Ethereum va avoir pris beaucoup de valeur, la même chose, on va voir les flux qui vont descendre vers les principaux altcoins, donc les Layer 1 par exemple, ensuite les moyennes altcoins, les petites, j'ai fait une faute ici, les toutes petites altcoins par exemple, etc. Et donc c'est en toute fin de cycle où on va avoir les mêmes coins. Donc là, ne me demandez pas s'il faut acheter des mêmes coins ou pas, n'allez pas sur les shitcoins, les mêmes coins, ça sert à rien. Oui, vous pouvez gagner de l'argent, mais vous avez tellement des gros risques que est-ce que ça vaut le coup d'arriver alors qu'on est sur une moitié de cycle avec des mêmes coins? Personnellement je pense pas. Et si on fait d'ailleurs un petit tour sur les ETF Bitcoin, alors mine de rien on n'entend plus parler des ETF, mais c'est vraiment un rouleau compresseur, hein. Si on regarde ici, ça ne s'arrête pas, ça accumule, et on a eu il y a quelques temps, là, quelques beaux jours où on a eu quasiment 1 milliard de net dollars qui sont entrés, donc ça c'est super, et ça veut dire qu'il y a encore de l'intérêt pour les ETF, donc ça c'est super, on a bientôt 5% de la supply, c'est vraiment beaucoup, hein. Faut se rendre compte que ça fait que quelques mois qu'ils ont été lancés, et c'est vraiment un rouleau compresseur. On voit l'impact quand même de la baisse de Grayscale, parce qu'en fait c'était les principaux vendeurs, voilà, sur le début on avait quasiment que le fonds de Grayscale qui vendait, et là maintenant voilà c'est beaucoup plus partiel. Maintenant que le fonds de Grayscale a bien épuré, voilà il a quasiment diminué par 2 le nombre de bitcoins qu'il avait, on a beaucoup moins de pression vendeuse de ce côté là. Et en fait de manière tendancielle on voit vraiment le fonds de Grayscale, donc le GBTC qui perd en part de marché, il est passé deuxième d'ailleurs au profit de suite BlackRock qui est maintenant premier. Dans les prochains mois sur la fin d'année on aura sûrement Fidelity qui va dépasser Grayscale, donc voilà ça c'est à mon avis quelque chose qui pourrait arriver. Le seul point qui pourrait être incroyable c'est imaginons Grayscale passe de 1,5% de frais à 0,25 par exemple. Là on n'aurait plus personne, voilà ce serait comme maintenant en fait, on n'aurait plus personne qui vendrait Bitcoin, que des acheteurs. Et donc là on aurait vraiment un potentiel de croissance de fou furieux. Et si on fait un petit tour sur les ETF Ethereum, qui vont très certainement arriver le 1er, le 2 ou le 3 juillet, donc ça arrive vraiment rapidement, c'est quasiment certain que l'ETF Ethereum va arriver au courant de juillet, et on va avoir vraiment une explosion de la demande comme Bitcoin. Et ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que lorsque le Bitcoin avait eu son ETF d'accepter, on avait eu un très très fort sell the news. Mais la différence avec Ethereum, c'est qu'il était pricé. On avait des rumeurs à partir de ici, du 16 octobre, on avait eu déjà des fuites. Donc en fait, le Bitcoin avait déjà fait plus de x2. Mais le souci, c'est que l'ETF Ethereum n'est à mon avis pas pricé. On a vu quand même une rumeur ici, donc on a eu le début des rumeurs à partir du 20 mai, mais on a déjà quasiment retracé la moitié. En fait, depuis le début des rumeurs, on n'a même pas pris
Ouais, 10%. Donc là, c'est beaucoup moins pricé que le TF Bitcoin. Je pense que les gens ne sont pas encore au courant que ça va arriver si rapidement. Donc là, selon moi, le TF Ethereum n'est pas pricé, contrairement à celui de Bitcoin. Donc on pourrait, à la grande surprise générale, à mon avis, avoir une explosion et non un sell the news. Donc ça serait intéressant. Je pense que je ferai un épisode dédié à ce sujet d'ailleurs. Et donc là maintenant, on peut aller regarder quelle crypto-monnaie acheter. Donc déjà, première méthode pour sélectionner les crypto-monnaies, sélectionner des crypto-monnaies qui n'ont pas d'émission de jetons, donc très peu d'inflation. Ça va permettre une prise de valeur beaucoup plus rapide. Et généralement, c'est lorsqu'on a une baisse des émissions qu'on va avoir une prise de valeur très rapide des crypto-monnaies. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur les plus grosses capitalisations, donc pour l'instant Bitcoin, Ethereum. Bitcoin peut-être un peu moins qu'Ethereum, parce que là on est en train de voir les flux descendre, donc ça peut être intéressant de recharger du Ethereum, des principales capitalisations, donc des Layer 1, du Chainlink, du Polkadot par exemple, du Polygon. Polygon peut-être pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inflation, mais Render par exemple, tous ces projets de qualité, donc Stacks, etc. On peut voir aussi du BitTensor, du The Graph. On a vraiment plein d'options. Là, on est vraiment dans une période où on a eu tellement une grosse baisse que là, c'est les soldes. Toutes les grosses crypto-monnaies de qualité sont vraiment en solde, voilà, encore une fois. Et là, c'est le moment de sortir le DCA. Tant qu'on est dans ces prix-là, à mon avis, faut sortir le portefeuille et en acheter tous les mois. Pour moi c'est une bonne stratégie. Et ensuite, au fur et à mesure de la hausse, vendre progressivement les moyennes capitalisations pour aller sur les plus petites. Et d'ailleurs, ça peut être le moment de commencer à vendre en DCA les bitcoins. Par exemple, une petite partie, un quart, un tiers que vous allez vendre en DCA pour les mettre sur Ethereum ou sur les principales altcoins. Donc ça peut être une bonne méthode. Si jamais vous voulez trouver des projets qui ont le moins de NOC qui vont arriver et la plus grosse baisse d'inflation, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo que j'ai fait où je vous montre mon portefeuille d'investissement. Et donc je vous présente plusieurs crypto-monnaies qui ont, selon moi, un fort potentiel de croissance dû à une faible inflation. Merci beaucoup à ceux qui sont encore là. Puis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon courage pour ces temps difficiles.